Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour l'ouverture de votre seconde journée de ces universités d'été. Je le suis évidemment heureuse d'être là en tant que ministre du Logement et de l'Habitat durable, aussi heureuse d'être là parce que je crois depuis longtemps à la transition énergétique et que nous avons été un certain nombre de militants politiques à essayer de traduire cette ambition que vous avez, vous également, dans des textes de loi, mais également dans des politiques. Et c'est très important pour moi, en tant que ministre du Logement et de l'Habitat, d'être avec vous ce matin pour vous faire part aussi des avancées que nous connaissons actuellement, mais aussi, évidemment, de ce qui va advenir et de tous les enjeux que nous avons et de défis que nous avons à relever dans les années qui viennent. J'oublie pas non plus que les résultats que nous avons aujourd'hui, ils sont aussi le fruit d'engagements, d'associations, d'élus, d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont porté ces questions cruciales il y a bien longtemps et souvent très seuls. Et ça n'a pas été si simple que les uns et les autres portent ces idées-là, mais aussi qu'on arrive à ce que les gens fassent leur mutation. Et pour prendre quelque chose que dit souvent Myriam Maestroni, Myriam est un peu la preuve aussi de la mutation quand même. Quand on vient des énergies fossiles et qu'on porte la transition énergétique, c'est bien qu'il y a aussi ce mouvement en marche. Et vous l'avez dit, la question est qu'au-delà du fait que la question de la transition est un enjeu majeur, il faut qu'elle se traduise dans les actes, dans la vie quotidienne, et que cette dynamique soit évidemment durable. Il se trouve qu'aujourd'hui, en tant que ministre du Logement et de l'Habitat durable, malgré des défis très lourds à relever, j'ai une chance, c'est que nous sommes actuellement dans une période très positive pour la construction, parce que notamment après des mesures importantes qui ont été adoptées par le gouvernement, nous avons des données extrêmement positives sur la reprise de la construction, avec une augmentation massive du nombre de permis de construire délivrés dans tous les domaines du secteur de la construction, logement, bâtiment, exploitation agricole, et que ça se fait, et je tiens à le dire, à un moment où on construit beaucoup mieux qu'il y a un certain nombre d'années. Ça a d'ailleurs été le fruit d'un travail important en matière de réglementation environnementale, et que ça ne se fait pas actuellement avec une augmentation des prix. Si je le dis ici, c'est parce que cette reprise de la construction, qui vraiment, je l'espère, parce qu'on aura encore des chiffres demain, mais je crois vraiment est durable aujourd'hui, montre quand même qu'elle est possible avec une amélioration en même temps de la qualité de la construction et aussi, évidemment, avec des produits qui sont la marque d'innovation, qui apportent aussi un confort pour les habitants beaucoup plus important et qu'en plus, c'est aussi avec un secteur dans sa totalité qui est en train de faire sa mue sur la question d'une construction durable. Alors évidemment, je prends la parole devant vous dans un contexte particulier qui est celui de l'après-COP21 et de l'après-accord de Paris obtenu en décembre dernier, mais aussi à un moment où on a une véritable accélération de la mise en place opérationnelle de la transition énergétique. Et notamment, vous le savez, avec la mise en œuvre de la loi transition énergétique adoptée il y a un peu plus d'un an. On est à peu près à 90% des décrets de cette loi adoptés, notamment cet été, un certain nombre d'entre eux ont été publiés. Et à ce titre, simplement vous rappeler dans le secteur qui est le mien, qu'il y a des éléments très structurants dans cette loi sur la politique du logement. Tout d'abord, la stratégie bas carbone, qui est évidemment, nous n'en sommes qu'au début, mais c'est vraiment dans les années qui viennent quelque chose d'essentiel, avec des orientations stratégiques pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité cette transition vers une économie bas carbone, et avec aussi des objectifs très forts de budget carbone par secteur. Sur le bâtiment, en tant que tel, nous avons ces derniers temps publié un certain nombre de textes, notamment sur l'intégration des travaux d'efficacité énergétique lors des travaux lourds de rénovation, une volonté d'accélérer les informations aux consommateurs avec l'individualisation des frais de chauffage, une dérogation aux règles d'urbanisme pour les projets de rénovation, ce qui a été quelque chose d'assez complexe à
à mettre en œuvre, mais qui est aujourd'hui une réalité. Un fonds de garantie pour faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. La mise en place des sociétés de tiers investissement, même si objectivement on a encore des étapes à franchir de ce point de vue-là, notamment avec le milieu bancaire. Et puis enfin, évidemment, des dispositifs sociaux, je pense notamment au chèque énergie, qui maintenant se déploie au-delà de l'expérimentation et qui est aussi pour nous quelque chose de très important. Et évidemment, dans ce cadre-là et cette dynamique, COP21, loi de transition énergétique, il y a aussi une suite, et c'est notamment des engagements que j'ai pris lors de la dernière conférence environnementale qui s'est tenue en avril dernier, où nous avons poursuivi nos réflexions pour développer des outils dans ce secteur-là, et notamment pour, évidemment, travailler à encore une plus forte atténuation des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur du bâtiment. L'autre sujet important et en même temps difficile actuellement, mais que je suis en train de lancer et de porter avec Ségolène Royal, c'est la mise en œuvre à terme d'une nouvelle réglementation environnementale qui sera une réglementation unique en matière notamment de construction. Vous le savez, on a deux ambitions qui se croisent. Celle qui vient des lois Grenelle, celle qui vient de la loi de transition énergétique, sur la question de la stratégie bas carbone pour le bâtiment et la question de construire des bâtiments à énergie positive, avec deux échéances, 2018 et 2020. Et évidemment, une inquiétude du secteur du bâtiment de savoir comment aller se traduire ces ambitions-là et surtout, est-ce qu'on est capable de les anticiper pour éviter qu'une norme tombe à une date fixe, qu'elle soit tellement peu comprise qu'en fait, elle bouleverse totalement la capacité à produire et à construire dans ce cadre-là. Et aussi en apprenant de ce qu'on a connu avec la mise en place de la réglementation thermique de 2012. C'est pour cette raison que j'ai fait le choix avec Ségolène Royal d'avoir une ambition différente. C'est de lancer en 2016 une expérimentation sur les réglementations environnementales à venir, donc une expérimentation pour donner un cadre à la construction des bâtiments à énergie positive qui deviendront la norme, et un cadre pour la construction bas carbone, avec l'ambition de donner à tout le secteur un cadre de réglementation à expérimenter pour qu'on puisse s'y confronter, qu'on regarde si cette réglementation tient ou pas. Est-ce qu'elle est robuste? Est-ce qu'elle est compréhensible? Est-ce qu'elle a des effets induits néfastes à certains secteurs? Qu'est-ce qu'elle va changer en termes de visibilité et de lisibilité pour les particuliers et évidemment pour les professionnels? Et surtout, nous avons voulu lier les deux enjeux énergie et carbone pour ne pas les opposer, mais aussi que cette dynamique, en fait, ces deux dynamiques se rejoignent et évidemment, je l'espère, produisent à terme à l'horizon 2020 un cadre législatif et de fait un cadre de construction qui soit évidemment utile et qui en fait concilie des ambitions environnementales très fortes, mais en même temps un réalisme aussi très fort. Parce que quand on s'occupe de bâtiments, de logements et de construction, mais c'est aussi le cas en termes d'énergie, si on reste évidemment juste dans la croyance que c'est la norme qui est bonne, eh bien on peut aussi parfois avoir des déconvenues évidemment très fortes. Et c'est pour cette raison que nous avons fait ce choix-là, qui est en fait de proposer justement cette expérimentation. Je dis juste au passage que justement la volonté de permettre au secteur du bâtiment de se saisir en avance et par anticipation de cette réglementation les a presque quasiment étonnés, peut-être parce qu'ils étaient moins habitués à ce qu'on fasse comme ça. Et au final, ils ont encore aujourd'hui un peu du mal à se dire qu'ils vont justement tester ce qui pourrait être demain les normes qui leur sont imposées, alors qu'il me semble que c'est justement comme ça qu'on peut avancer à terme pour éviter aussi de se rendre compte qu'on a fait des mauvais calculs, qu'on a mal envisagé certains coûts, certaines difficultés, et y compris que de fait, on soit obligé de revenir d'une année sur l'autre sur des réglementations et que donc on soit mis, je parle de nous, politiques, en difficulté parce qu'obligé de revenir sur quelque chose qui devrait être un cadre surtout pérenne. Le second point sur lequel je voulais insister auprès de vous, c'est vous dire comment aujourd'hui le ministère du Logement s'investit sur des chantiers extrêmement concrets au-delà de la législation
et de la réglementation, qui est évidemment une étape importante pour nous. La première chose, et ça a été mon ambition depuis que j'ai été nommée ministre en février dernier, ça a été d'accélérer un certain nombre de chantiers. Le premier chantier, vous en avez parlé tout à l'heure, Myriam, c'est celui de la rénovation, qui certes a connu une accélération, mais objectivement, on n'est pas du tout encore au niveau d'action qui devrait être le nôtre, vu nos besoins et le nombre de logements évidemment à rénover, mais aussi notre capacité économique et industrielle à prendre en charge évidemment ce secteur. Et vous le savez, si je m'attache beaucoup au développement de la construction neuve, parce qu'on a par ailleurs des besoins réels en matière de construction de logements, il faut être quand même très lucide. La construction neuve, c'est 1% du parc de logements, et notre vrai secteur de travail, c'est le logement déjà construit, qu'il faut réhabiliter, voire parfois démolir, mais surtout qui doit absolument être pris en charge pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. C'est évidemment un enjeu environnemental, mais c'est aussi par ailleurs un enjeu social. Et il faut le rappeler, même si nous n'avons pas toujours bien travaillé à la connaissance de ces questions-là, que la France a un pourcentage de personnes touchées par la précarité énergétique qui est extrêmement important, avec y compris dans certains types de bâtiments et dans certaines régions, des gens qui se sont habitués à vivre en étant mal chauffés ou en suffoquant l'été, et qui donc se sont aussi habitués à consacrer une grande part de leurs revenus à la question tout simplement de payer leurs factures. C'est pour cette raison que pour accélérer ces chantiers, j'ai d'une part sur le secteur très social, décidé d'augmenter les objectifs de l'ANA dans son programme Habiter mieux, qui est un programme national qui aide à la rénovation de logements privés pour des personnes qui ont des tout petits revenus. Et j'ai passé ces objectifs de rénovation de 50 000 à 70 000 pour l'année 2016, et ce seront 100 000 logements rénovés en 2017. 100 000 logements rénovés par an chez des personnes qui ont des revenus inférieurs au SMIC et qui engagent chacun ou chacune entre 10 000 et 40 000 euros de travaux à la fin, par une part de subvention, par également des éco-prêts. Et aujourd'hui, ce programme qui se déploie sur l'ensemble du territoire et particulièrement aussi en milieu rural est vraiment une nécessité si on veut répondre évidemment à ces questions de précarité énergétique. Et puis, comme je le dis souvent, à chaque fois que nous lançons des travaux sur cette question-là, c'est aussi un soutien à l'emploi local et à l'artisanat qui est évidemment très important. L'accélération du chantier de la rénovation, ça passe aussi par une augmentation des solutions données à la rénovation des copropriétés, qui est un vaste sujet évidemment complexe, mais sur lequel nous devons avancer encore plus. Il y a évidemment les copropriétés très très fragiles sur lesquelles il y a des dispositifs d'État aujourd'hui, mais il faut aussi que nous arrivions à lancer ces chantiers-là dans l'ensemble du secteur des copropriétés. Et nous allons donc proposer également de nouvelles solutions financières avec notamment l'ANA pour agir évidemment dans ce secteur-là. Il y a aussi évidemment bien d'autres interventions que nous sommes en train de développer, notamment sur le déploiement des passeports de la rénovation énergétique, des liens avec les collectivités locales, évidemment en particulier avec les régions, et l'ambition très claire. On était sur un objectif de 500 000 logements rénovés par an. Nous n'y sommes pas encore, mais on est en train vraiment de s'y rapprocher, parce que par ailleurs, nous avons fortement augmenté, vous le savez, l'aide aux particuliers avec le crédit d'impôt, le CITE, et puis aussi, il faut le rappeler, le logement social aujourd'hui rénove chaque année entre 100 et 150 000 logements, et c'est évidemment pour nous très important. Vous dire aussi que nous sommes extrêmement engagés pour travailler sur le modèle de la ville durable, et notamment relancer des réflexions et des propositions que nous avons, et notamment sur plusieurs thèmes. D'une part, la question des écoquartiers, qui a été un booster très important pour le développement des quartiers ces dernières années, qui est un label qui avait été créé il y a maintenant 9 ans. Et j'ai donné à Alain Yound, qui est maire adjoint de Strasbourg et vice-président de l'Eurométropole, une mission justement pour repenser ce label écoquartier. Et nous présenterons à la fin de l'automne des propositions au territoire sur ce sujet-là.
Il y a également ce qu'on appelle les démonstrateurs de la ville durable, avec un appel à manifestation d'intérêt qui a été porté par le ministère du Logement et le ministère de l'Environnement pour soutenir financièrement des très gros projets d'aménagement et de construction qui sont innovants en matière de sobriété et de solidarité énergétique, de concertation avec les habitants et aussi, évidemment, qui développent des procédés innovants. C'est des laboratoires urbains sur des très gros secteurs, soit dans des secteurs de très grosse densité, je pense notamment avec Plaine Commune qui est impliquée, avec des territoires ruraux, avec des territoires de montagne, avec des territoires maritimes, et une volonté de montrer aussi l'intelligence qui est en marche sur ce sujet-là dans notre territoire. C'est ensuite l'installation et la création du réseau Vivapolis avec Ségolène Royal, et je parle de cela devant Michel Paparlado, qui porte ce projet pour nous, et vraiment je leur remercie. Nous avons l'ambition de créer un réseau à vocation internationale et aussi nationale des acteurs de la ville durable pour montrer notre savoir-faire, nos réflexions, et aussi les défis que nous voulons relever. Et nous allons notamment porter ce réseau dans la conférence onusienne Habitat 3 qui aura lieu à Quito en octobre prochain, et évidemment dans la COP22. Et j'en profite, puisque, et je le dis devant Michel qui est là, que je pense que la Fondation E5T a toute sa place, par ailleurs, dans ce réseau des acteurs de la ville durable, y compris toutes les réflexions que vous apportez pour justement produire cette pensée, mais aussi donner cette dynamique, évidemment, à la question de la construction et la pensée, évidemment, de la ville durable. Vous dire enfin, sur un autre domaine que nous avons également lancé il y a plus d'1 an, le plan transition numérique, qui est un enjeu extrêmement important de l'ensemble du secteur du bâtiment et de la construction, à toutes les étapes par ailleurs de la construction, y compris dans l'étape de conception, mais y compris après dans l'usage évidemment des bâtiments. Et ce plan de transition numérique, il a une seule ambition, c'est que tous les acteurs du secteur, de la plus grosse entreprise à l'artisan qui travaille seul, à toutes les start-up, les entreprises, ceux qui font les matériaux, ceux qui conçoivent les bâtiments de demain, soient intégrés à ce qu'on appelle le BIM et donc aussi le maîtrise. C'est un enjeu, objectivement, sur lequel nous avons beaucoup à faire. Nous avons pris pas mal de retard, notamment par rapport aux États-Unis, et en même temps, il est absolument nécessaire, si on veut ne pas être en retard sur ces questions-là, vraiment saisir maintenant cette question des nouvelles technologies, et y compris parce que ça va changer beaucoup de choses, en particulier sur des sujets qui minent beaucoup le secteur de la construction, qui est celui des malfaçons, mais aussi, par exemple, sur la question des énergies, sur la question de la domotique, sur la question de comment est-ce que l'on va demain construire nos logements ou même les réhabiliter. Il faut être très clair que l'entrée dans le BIM, c'est aussi pour tous celles et ceux qui croient à l'efficacité énergétique quelque chose de très important. Mais il faut être très lucide, l'ensemble du secteur a quand même une marche à franchir qui est très forte, et c'est pour ça que nous avons lancé ce plan transition numérique doté de moyens considérables pour justement aider l'ensemble du secteur à se former, à comprendre ce que sont, y compris les besoins, et puis aussi, pour dire les choses franchement, avoir aussi nos propres outils et nos propres logiciels, car aujourd'hui, nous sommes très dépendants d'un seul grand groupe américain, et c'est aussi une difficulté si on veut évidemment se développer. Enfin, vous dire, on en a parlé hier soir avec quelques-uns d'entre vous, évidemment, poursuivre cette ambition-là à travers des grands rendez-vous internationaux. Je l'ai dit, il y a la question, il y a la conférence onusienne de Quito, il y a également évidemment la COP22. Et à ce propos, je voulais quand même saluer la manière dont vous avez envisagé vos travaux hier, parce que vous avez travaillé sur la question des paradoxes, qui me semble une manière très intéressante de poser les questions, parce que c'est vrai qu'on est à un moment assez particulier. Grand développement des énergies renouvelables, mais en même temps une place des énergies fossiles qui est encore très forte, et voire parfois avec des prix concurrentiels sur certains secteurs.
Beaucoup de questions à se poser sur où est-ce qu'il faut mettre les priorités entre développement de l'autoconsommation, la question de l'exportation des ENR, comment est-ce qu'on met en place des modèles économiques qui tiennent la route, notamment sur les boucles locales de l'énergie, comment on va construire les modèles d'investissement de demain. Et ce sont, pour moi, à mon avis, des questions qu'il faut évidemment se poser maintenant, même si en même temps, on n'est pas encore au développement espéré, par exemple, de l'efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables. Mais les questions que vous vous posez maintenant, c'est, je l'espère, et les réponses que vous y apportez, sont des réponses que nous développerons dans quelques années dans les villes que nous sommes en train de construire. Parce qu'il faut aussi rappeler que dans notre pays, nous avons beaucoup de grands secteurs d'aménagement, des besoins en construction, en réhabilitation, à repenser la ville qui sont énormes, dans tout type d'ailleurs de secteurs, très urbains comme ruraux. Et vos réflexions et vos solutions nous seront aussi très utiles. Elles le sont déjà aujourd'hui, mais elles le seront aussi évidemment à l'avenir. D'autant plus que j'aime à rappeler que tous les progrès qu'on fait en matière d'efficacité énergétique et de confort doivent être des progrès partagés par tous, et qu'on ne doit pas les dissocier de la question de l'accès à un logement abordable et à un logement de qualité. Et c'est, me semble-t-il, cette bataille-là aussi que l'on doit gagner, c'est que justement cette évolution très forte en matière notamment d'habitat de meilleure qualité, en matière énergétique, mais aussi en matière de confort, elle doit être gagnée pour tous. Et c'est possible. Mais il faut aussi évidemment le vouloir et vouloir vraiment que toute l'innovation en fait soit rendue disponible à tout le monde, quelles que soient évidemment ses capacités financières. En conclusion, et je m'excuse d'être plus longue que ce que vous allez faire tout à l'heure, mais vous avez la politesse de ne pas me mettre de petite musique, puisque moi ce n'est pas un stand-up, hein, je vous remercie. Je voulais vraiment vous remercier pour votre implication, en particulier l'implication de votre présidente sur ces sujets qui sont majeurs. Vous dire aussi que pour gagner cette bataille de la transition, moi je crois beaucoup à une mobilisation collective et que ce sujet-là n'est pas l'apanage de quelques-uns, quels que soient les lieux de là où nous parlons. On a besoin de cette mobilisation collective pour justement porter ces questions de transition écologique plus largement, aussi de faire partager le besoin d'innovation et qu'on puisse vraiment l'amener vraiment à son niveau le plus important. Et puis aussi se dire les choses très simplement, c'est que ce que nous faisons et ce à quoi nous essayons de travailler a une ambition, c'est d'améliorer le cadre de vie des Français. Et je pense que c'est très important aussi que notre réflexion globale sur la lutte contre le dérèglement climatique, la sauvegarde de notre planète, elle vaut aussi des traductions très simples pour nos concitoyens, notamment dans leur quotidien et évidemment dans leur cadre de vie. Il faut être très clair que passer dans l'ère de l'habitat durable, de la ville durable, de celui de l'efficacité énergétique, de la transition énergétique, ne va pas être simple, notamment par rapport à notre histoire française de l'énergie, qui est quand même très particulière et encore assez plombante sur certains côtés, avec des conservatismes très lourds. En même temps, je pense que nous n'avons pas le choix et que tout le monde a compris cela ces dernières années. Et c'est pour cette raison que l'ambition qu'a eu la France l'an passé d'être quand même un leader en matière de lutte contre le dérèglement climatique, avec évidemment l'accueil de la COP21, et puis le rôle que nous pouvons jouer au niveau européen, au niveau international, pour la poursuite de ces engagements, et me semble-t-il la meilleure réponse que l'on peut avoir. Il faut garder notre ambition, être très fort, et vous dire enfin qu'en tant que ministre du Logement, représentante de ce gouvernement, vous dire notre soutien total, notre ambition de faire avancer encore beaucoup de choses, et notamment d'un point de vue législatif et réglementaire, mais aussi de porter vos ambitions et vos réflexions, votre savoir-faire, pas simplement au niveau français, mais aussi au niveau international. Je vous remercie pour votre accueil et je vous souhaite de très bons travaux.